Bonjour, bonjour. On va continuer la partie du cours. On était en train de parler des soins prénatals. Maintenant, on va voir le modèle standard de soins prénatals. Comment cela se présente dans la configuration de soins de santé préventive à partir de consultations prénatales. On voit là les plans d'études et l'allocation des femmes. Comment on les a partagés ici. Si vous êtes en train de mener une étude, vous voulez avoir une étude vous voulez réaliser une étude randomisée, donc une étude autrement appelée un essai clinique, au cours duquel vous aurez deux groupes. Comment on peut arriver à sélectionner les femmes, qui sont ceux-là qui vont faire partie du groupe contrôle, qui sont ceux-là qui vont avoir l'intervention clinique. Donc une intervention, ça peut être une information, ça peut être un médicament, ça peut être un traitement que vous voulez faire évaluer, vous voulez faire valider. Et donc il y a des procédures telles que vous pouvez le voir à l'image ici. Alors, on a réalisé ce modèle, mais le déploiement de femmes dans la cohorte, comment la cohorte, vous êtes sans ignorer que ça signifie un groupe. Quand on parle de cohorte, c'est un groupe. Alors, dans les cohortes, les deux groupes, nous avons le groupe de ceux qui recevaient une intervention et ceux qui ne recevaient pas une intervention, qui est pris ici dans le cadre d'un contrôle clinique. Alors, on a calculé, quand on réalise une étude randomisée ou un essai clinique, il y a des étapes. Vous avez le premier jugement. Quel est le premier jugement ou quelle est votre première appréciation par rapport aux avis que vous vous êtes fixés initialement dans votre protocole d'étude? Vous allez voir qu'on va commencer par le jugement premier, le premier jugement ou le jugement primaire. Dans le jugement primaire, lorsque on a classé par exemple les femmes pour le nouveau modèle standard, on a retrouvé que les enfants qui sont nés de faible poids de naissance, on les a tous et on a stratifié, on les a regroupés. Donc on a mis les femmes qui n'avaient pas de numéro et ceux qui l'avaient, qui sont celles qui ont eu des prééclampsies ou des éclampsies, qui sont ceux-là qui ont eu des anémies en postpartum, qui sont ceux-là qui ont eu des infections urinaires. Alors tous, si on essaye de le voir, vous allez comprendre que au jugement secondaire, on aura d'autres paramètres tels que par exemple, vous avez l'hypertension chez la femme, les prééclampsies, l'éclampsie en milieu hospitalier, l'anémie sévère chez la femme enceinte, l'hypertension c'est dû à l'anémie en fer et au manque de traitement. Vous avez les hémorragies du deuxième trimestre, du troisième trimestre, ainsi que certaines infections vaginales. Ce sont là les paramètres qui essaieront de compliquer un peu les jugements secondaires. Alors, à côté, on a aussi les décès maternels et même les décès néonatals. Vous allez voir tous ces enfants qui sont morts dans les 48 heures ou les 24 heures qui suivent leur naissance. Nous avons comme indicateur aussi, on parle de la périnatalité comme un indicateur de mortalité dans les jugements. Lorsqu'on a un bon modèle de classement de femmes, ça vous arrive sans souci. Alors on peut avoir faire recours à une analyse stratifiée en fonction du nombre de visites. Parce que vous êtes sans ignorer que l'OMS recommande que chaque femme puisse réaliser au moins 4 visites. Au moins 4 visites par femme au cours de sa grossesse pour être sûr que dans les 4 visites, elle a pu réaliser le maximum de visites et puis elle a bénéficié des interventions jugées primordiales pour sa santé et celle de son enfant. Alors, vous allez voir que
Et à partir de là, on parle de CPN recentré, de CPN regardé. Donc, on essaie de récupérer, même si la femme n'a pas commencé sa consultation au premier mois de sa grossesse, mais elle vient réaliser à partir de 5 mois de grossesse. On sélectionne les interventions majeures qui sont jugées utiles pour la santé de la femme et on lui donne cela. Alors, vous allez voir, lorsqu'on fusionne les deux modèles, le modèle initial et le modèle standard, ça vous donne, dans le modèle initial, on a au moins 6 visites. Dans le modèle standard, on vous envoie à 13 visites. Ici, on a reparti les interventions, les nombres de visites en termes de nombre d'interventions. Alors, vous pouvez voir aussi les personnes offrant le soin prénatal. Nous avons ici, vous vous rappelez l'autre fois, j'étais en train de parler de personnel de santé qualifié. Un personnel de santé qualifié, c'est quelqu'un qui a été formé pour s'occuper de la santé de la femme et de son enfant. Ici, on peut citer, il y a des spécialistes en gynéco-obstétrique, nous avons des généralistes, mais qui pratiquent, nous avons les sages-femmes, midwives. Donc, ces sages-femmes, vous allez voir que tous, ils entrent en ligne de compte pour aider toujours à prodiguer de bons soins, à administrer de bons soins à la femme et à son enfant. Ainsi, on va passer aux grandes observations, aux observations majeures, les principes fondamentaux de soins focalisés. Donc ici, on veut parler un peu sous base de quoi on a pris cette décision. Le premier principe, c'est la qualité de consultation plutôt que le nombre de visites. On est en train d'insister sur la qualité, on n'a pas besoin de nombre de visites. Une femme peut avoir réalisé 10 visites. Je vous donne un exemple. L'OMS, il a lu, il a relu, on a parcouru les documents, on n'a jamais trouvé une étude qui dit que parce qu'une femme a suivi la CPN, c'est pour ça qu'elle s'est bien accouchée. Non, il n'y en a pas eu. Alors, c'est pour ça qu'on est en train d'insister que c'est plutôt la qualité de ces consultations par rapport à leur nombre ou aux visites. C'est très, très, très important. Alors, là, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est toute femme enceinte est à risque. Ça, c'est le principe qu'il faut retenir dans les observations majeures. Donc, toute femme enceinte est à risque de complications. Et que toute femme devrait donc recevoir les mêmes soins de base. Ici, il ne faut pas dire, non, vous voyez, par exemple, il y a des malades VIP, quand elles arrivent, on commence d'abord par se préoccuper d'elle parce qu'elle va donner beaucoup d'argent, elle peut donner le pourboire au personnel médical et le personnel médical tremble, on se préoccupe de lui donner les soins. Ce n'est pas ce qui est recommandé. Mais ce qui est recommandé est qu'on considère que toutes les femmes, qu'elles puissent avoir l'argent, qu'elles n'ont pas d'argent, qu'elles puissent avoir un gros ventre ou un petit ventre, elles sont toutes à risque. Alors, je peux négliger une femme, je me dis non mais elle est de courte taille, je peux voir, elle est vraiment à risque. Alors que celle qui est de grande taille, c'est celle qui va mourir au cours de l'accouchement. Vous voyez, donc la grossesse place la femme dans un statut de risque. C'est très important. Troisième principe, chaque consultation doit être menée par un prestataire de soins de santé compétent. On revient encore sur la compétence du personnel de santé. Il y a une très grande différence entre la compétence et la qualification. Vous êtes venu ici à l'ISTEM, c'est pour avoir la qualification. Mais la compétence, vous devez la développer quand vous serez engagé. Quand vous allez commencer à travailler. Vous devez maintenant montrer de quoi vous êtes capable. Vos compétences. C'est très différent. Vos capacités à répondre aux besoins de malades. Vos capacités à donner de réponses aux patients pendant qu'ils en ont besoin. Une différence entre la compétence et la qualification. Alors, une sage-femme, un médecin, un infirmier ou bien un autre prestataire qualifié. Je peux être ophtalmologue, mais du moment que je me qualifie à une activité en rapport avec la santé de la femme,
je suis qualifié pour ça, mais j'ai aussi les connaissances, j'affiche les capacités, les compétences et les attitudes nécessaires pour me permettre de donner le soin au malade, je suis partant pour l'équipe des traitants. J'espère que on comprend. Ça, c'est le troisième principe. Le quatrième principe, la consultation prénatale, elle s'appuie sur les interventions éprouvées et orientées selon un objectif. Ici, on est en train de vouloir dire seulement que quand la femme commence la CPN, au premier mois de sa grossesse, il y a des objectifs qui sont recommandés, qui sont reconnus, que vous devez, vous en tant que personnel de santé, atteindre. Et ces objectifs, vous les atteignez comment? Vous savez que au premier contact ou à la première visite, c'est que la femme va venir, vous devez d'abord confirmer sa grossesse. Après sa confirmation de grossesse, évaluer son état de santé, est-ce qu'elle est en bon état de santé. Il faut pas oublier, parce que la femme commence à changer de statut, elle peut avoir des stress, des angoisses, la panique, elle peut avoir la peur et ça peut même provoquer un avortement. D'où l'accompagnement, l'apport du personnel médical est très important. Très important, elle s'appuie sur les interventions éprouvées. Donc, si elle vient à la première visite, on sait qu'on doit confirmer la grossesse, on doit se rassurer qu'elle est enceinte en réalisant quelques examens cliniques et quelques examens paracliniques. En dehors de cela, vous savez qu'il faut accompagner, vous regardez l'état de la femme, est-ce qu'elle va supporter cette grossesse jusqu'à la fin? Si elle ne va pas supporter, vous parlez avec elle, on va voir. Donc, ça ne sera pas seulement constater qu'elle est enceinte, il faut aussi l'orienter. Si elle a des problèmes de santé, dis-toi avec cette grossesse, à la l'allure où vont les choses, tu dois commencer à beaucoup manger les légumes. On a les anémies périphériques trop dans notre environnement parce que les femmes ne mangent pas correctement. Il faut manger les légumes, elle doit boire le soupe, elle doit manger les fruits pour éviter qu'elle tombe dans la carence en vitamines et en acide folique par exemple. Donc, ça doit être orienté avec un objectif très précis. Ça, c'est le quatrième principe. C'est le quatrième principe. Il ne faut pas l'oublier. Ce sont les 4 principes. Je reprends en disant, le premier principe, il se base sur la qualité de consultation au lieu du nombre de visites. Deuxième principe, on voit que toutes les femmes sont à risque. Toute femme enceinte est à risque, qu'il soit, à risque de complications, qu'il soit gros, maigre, je ne sais pas, élancé, clair, noir, toutes les femmes sont à risque. Et donc, elles doivent recevoir les mêmes soins de base. Il ne faut pas sauter certaines étapes. Non, il ne faut pas le faire. C'est compliqué. Ça complique la santé de la mère. Troisième principe, nous avons dit chaque consultation doit être menée par un prestataire de soins de santé compétent qui est formé. Et ici, ayant les connaissances, les compétences et les attitudes nécessaires pour résoudre le problème. Et enfin, quatrièmement, le quatrième principe, nous disions que elle s'appuie sur les interventions qui sont éprouvées et orientées selon des objectifs. Donc, c'est par objectif qu'on réalise. Alors, nous avons quelques éléments essentiels d'une approche focalisée aux soins prénatales. Le premier élément, c'est l'identification et la surveillance de la femme enceinte et de l'enfant à venir. Identifier, surveiller la femme enceinte et l'enfant qui va venir. On ne se contente pas quand on vous demande de vérifier que l'enfant, le BCF sont présents, de compter les mouvements fœtaux ou les fréquences cardiaques du bébé. Il faut les compter. C'est en comptant qu'on découvre les détresses respiratoires, les souffrances fœtales de l'enfant. Parce qu'il y a des gens qui voient, quand on leur demande de compter, ils voient, non, c'est positif, présent, j'ai entendu. Tu as compté, il y en a combien? Tu peux compter, c'est beaucoup. Tu peux compter, c'est moins. Donc, il faut toujours faire l'identification et la surveillance de l'état de la femme enceinte et de l'enfant à venir. Deuxième élément, la reconnaissance et la prise en charge de complications liées à la grossesse, surtout la pré-éclampsie. Ça ne sert à rien que la femme vienne à la CPN, en fin de compte, elle a des complications. Ça décourage.
La population vous voit. Quand ils viennent, ils se disent non, l'autre il a commencé les CPN très tôt, mais maintenant il a des complications, il a eu des complications. La prochaine fois, vous n'aurez personne à l'hôpital. Donc il faut faire très attention. Il faut voir. Et donc l'objectif, ce n'est pas que à l'accouchement qu'on soit surpris par des complications. Non, non. Les complications qui arrivent à l'accouchement, ça veut dire que les infirmiers qui ont suivi ces femmes n'ont pas été à mesure de déceler le problème et d'orienter cette femme. Et leurs visites n'ont pas atteint les objectifs. Il faudrait qu'on le dise ainsi. Alors, troisième élément, c'est la renaissance, les reconnaissances et le traitement de maladies sous-jacentes ou parallèles. Il y a beaucoup d'infections au cours de la grossesse, mais du moment que le traitement est bien suivi, du moment que les infirmiers découvrent cela, parce que, ou les sages-femmes qui sont à la CPN, il faut faire réellement bien son travail. Il faut se donner pour la santé des femmes. Quel que soit, qu'on ne vous paye pas, on est en train de vous payer, mais vous devez être là pour donner les soins appropriés. L'autre élément, c'est le dépistage pour affections telles que l'anémie. Il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent, elles sont passées par le CPN, mais on ne les a pas pris on n'a pas fait le dosage d'hémoglobine. Ce n'est pas une très bonne chose. À partir de l'hémoglobine, du dépistage de l'hémoglobine, on peut déceler une anémie chez une femme en début de grossesse et préparer l'anémie qui peut survenir à la fin de la grossesse, qui peut coûter cher à la femme. Nous avons aussi les infections sexuellement transmissibles, surtout la syphilis, l'infection à VIH, le problème de santé mentale et ou les symptômes de stress ou violence conjugale. Il y a des hommes, une fois que la femme est enceinte, le monsieur devient violent envers la femme parce qu'il n'a pas trouvé l'argent, il pense que c'est l'erreur de la femme et il commence à être brutal par rapport à sa femme. Mais c'est au cours de ces peines qu'on doit découvrir tout ce problème. L'autre élément essentiel d'une approche focalisée aux soins, c'est les mesures préventives. Le VAT. Le VAT, il faut l'administrer systématiquement aux femmes. Il faut suivre le calendrier vaccinal. C'est très important de suivre le calendrier vaccinal. J'allais vous montrer ma petite carte de santé où j'ai commencé la CPN, j'ai commencé le vaccin avant l'accouchement de mon fils. Alors je suis arrivée, même au cours, après l'accouchement, quand je l'amenais pour les consultations préscolaires, on m'a aussi injecté, vous voyez. Le calendrier de la femme doit être respecté. Nous avons le traitement au vermifuge. Il faut le faire. Les micronutriments, il faut donner à la femme. Le fer, l'acide folique, hein, ça doit se donner. Les TPI, il faut donner contre le paludisme pendant la grossesse. Et l'utilisation de la moustiquaire imprégnée d'insecticides MII. C'est très important. C'est parmi les éléments à avoir. Le dernier élément à avoir, c'est le conseil et le soutien pour la femme. Très important. Le conseil et le soutien pour la femme et sa famille pour l'acquisition de comportements sains à domicile et l'adoption d'un plan de préparatifs à la naissance et en cas d'urgence aux fins suivantes. Donc, on ne peut pas avoir une femme qui est passée par le CPN, on arrive au cours de l'accouchement, elle n'a pas d'habit pour son enfant. On commence à chercher. Non, je n'avais même pas encore acheté. Ça veut dire que la femme qui l'a suivi au cours de la CPN n'a pas fait son travail. Évidemment, il y a des femmes aussi qui ne viennent pas à l'hôpital. Elle vient peut-être en retard. Elle l'attend. Elle est déjà au 8e mois de la grossesse. À 8 mois de grossesse, elle s'amène. Et 9 mois, elle s'accouche. On lui dit, mais tu es en train de s'accoucher. Elle est en train de dire, non, je suis encore au 7e mois de grossesse. Non, donc j'ai accouché un prématuré alors que c'est un enfant qui est à terme. Donc, il faut voir dans la mesure du possible comment cette femme est arrivée à ne pas être suivie. Si elle a été bien suivie, ça va se savoir. Je vous ai dit, parmi les éléments, il faut jouer sur la santé de la femme en parlant plus sur sa famille. On insiste beaucoup. Donc, ça peut préparer même
la naissance de l'enfant, même au cas d'urgence. Alors, nous avons les consultations prénatales focalisées en 4 visites. Je vous ai dit, l'OMS était en train de suggérer qu'on fasse 4 visites. Vous allez voir la première visite avec ses objectifs, la deuxième visite avec ses objectifs, et la troisième visite, elle a aussi ses objectifs, et la quatrième visite a aussi ses objectifs. La première visite intervient à environ inférieur ou égal à 16 semaines de grossesse. Logiquement, c'est autour de 3 mois. Si la femme n'a pas commencé au premier mois de sa grossesse, il faut attendre au moins 3 mois. On peut récupérer cette femme à cet âge-là. Alors, la seconde visite, elle vient à 28 semaines d'aménorrhée. 28 semaines d'aménorrhée. Qu'est-ce qu'on fait au cours de la visite 2? On évalue le bien-être maternel et fœtal. On va exclure les grossesses à haut risque, l'anémie. On va prendre les mesures préventives. On va revoir et modifier le plan d'urgence et les préparations à l'accouchement. C'est très important. La troisième visite, c'est à 32 semaines d'aménorrhée. Et la quatrième visite, c'est à 36 semaines d'aménorrhée. Elle vise quoi? Évaluer le bien-être maternel et fœtal. Si la maman est à mesure d'avoir son enfant, c'est à partir de la dernière visite, on va voir dire cette femme, elle peut supporter au cours de l'accouchement. Elle fera des sommiers pour avoir un enfant. Ou elle ne peut pas avoir un enfant. Ça va se savoir. On peut, au cours de la quatrième visite, exclure les femmes à haut risque. Donc les complications, l'anémie, les grossesses multiples, on doit les déceler au cours de la dernière visite. Il y a aussi les mauvaises, par exemple, les mauvaises présentations. C'est la dernière semaine, on sait que l'enfant a tourné pour la dernière fois. Et au cours, si elle est, par exemple, à une mauvaise position transversale, au cours de la dernière visite, on peut même pas procéder par quelques petites manœuvres avec les femmes sages qui sont expérimentées. Elles peuvent bouger l'enfant. Sagement, elles savent comment elles le font. Elles peuvent le bouger et l'enfant change de position. Elle fait éviter à sa maman une césarienne. C'est très, très important. Alors, quel est l'état des lieux de CPN? L'état des lieux de CPN montre qu'il y a beaucoup de femmes qui sont en attente à la CPN, mais qui n'arrivent pas. Elles ne viennent pas, mais aussi, on s'est rencontré qu'il y a un problème de dénominateur et du dénumérateur. Qui est-ce qu'on va mettre au numérateur? C'est cette femme qu'on a supposé calculer qu'elle va venir ou pas. Et le dénominateur sera réservé à quelle catégorie de femmes? C'est compliqué. Et ainsi, on peut le voir, la couverture mondiale en CPN est de 71%. Et ici, il y a une différence selon qu'on se retrouve dans les pays industrialisés et les pays de l'Afrique subsaharienne. Les pays industrialisés, on est à plus de 95%. Mais dans les pays de l'Afrique subsaharienne, on est à 69%. Au moins une fois, le service de soins prénatal. Donc, au moins une femme est arrivée une fois. Au moins une fois. Quand on parle d'au moins une fois en mathématiques, ça veut dire que la femme est venue soit une fois, mais au-delà d'une fois. Donc, à partir de 2, on a compté comme ça. En Asie du Sud, on est arrivé à 54%. La couverture avec les 4 visites était plus faible. 44%. Les femmes ne viennent pas à la CPN. Mais tout dépend de qui? Des attitudes, par exemple, des personnels médicaux. Hein. Alors, on peut voir le profil de CPN en Afrique subsaharienne. On a beaucoup d'occasions ratées pour sauver les vies et promouvoir la santé dans les cadres de soins de santé primaire en Afrique subsaharienne. On manque beaucoup d'occasions. Quand la femme vient à la première visite, on fait des choses parfois qui énervent la femme. Elle est partie, elle ne va plus revenir. Vous l'avez gardée pendant longtemps. Vous avez pris le temps de commencer à faire des choses qui étaient inutiles. La femme s'est ennuyée, elle s'est fatiguée. Vous ne l'avez pas encouragée à avoir sa grossesse, à garder sa grossesse, à se présenter aux soins de santé. Voilà pourquoi elle est partie. Vous n'avez rien donné comme médicament. Vous n'avez pas encouragé cette femme à faire le dépistage. Vous n'avez rien fait, ce qui fait que la femme se décourage et au finish, elle va laisser
il y aura beaucoup d'occasions manquées. Donc, beaucoup d'occasions ratées. Alors, tel que vous voyez, cette évaluation, nous avons des difficultés qui sont liées à cette évaluation. La seule mesure de la couverture ne nous renseigne pas suffisamment sur la qualité des soins. Je peux dire, oui, je vais évaluer la qualité des soins prénatales. Mais ce n'est pas la couverture qui va nous donner la qualité. Vous voyez, on a parlé de la compétence. On peut avoir des personnels incompétents. Mais si on ne met pas l'indicateur compétence du personnel dans la grille d'évaluation, on ne saura pas que ça existe. On n'a pas de compromis sur un indicateur composite pour mesurer la qualité de soins prénatales. Il n'y en a pas. On peut prendre la fréquence ou les délais de la première visite. Certaines femmes, normalement, nous, quand on nous a enseigné, c'était que quand une femme enceinte sait qu'elle est enceinte, elle doit s'amener au service pour qu'on confirme sa grossesse. C'est comme ça qu'on nous a appris. Dès le premier mois, elle sait qu'il y a eu une aménorrhée, un arrêt de règles. Elle doit se présenter chez le personnel médical et cette personne doit confirmer ou infirmer que la femme est enceinte. C'est comme ça. Vous voyez, déjà là, on a un problème de délai. Quand est-ce qu'on va commencer les CPN? L'autre va dire, ah non, le premier mois. L'autre va dire, à 3 mois. C'est comme ça que l'OMS est en train de voir tout ça, tous ces paramètres. On a proposé, si elle peut rater, au moins au premier trimestre, elle doit se présenter. Au moins, elle doit se présenter au premier trimestre. Que dire de composantes? Qu'est-ce qui est fait au niveau de la CPN? Même quand on veut comparer les pays développés et nous, on ne peut pas comparer. En CPN, quand vous allez, les CPN de la France ne sont pas les mêmes que les CPN qu'on nous donne à Kaboula-Menchi. C'est différent. Là, le pays s'est déjà engagé. La politique nationale en matière de la santé de la femme est en œuvre. Donc, on est en train d'avoir les qualités en rapport avec les actes qu'on pose. Qu'est-ce que la femme bénéficie comme soin? C'est très important. Donc, par manque de compromis sur les critères de qualité, comment alors devons-nous mesurer la santé des mères au cours de leur visite prénatale? Ici, on peut faire appel à l'indice Kappa. L'indice Kappa nous aide à mesurer les coefficients de variation entre le fait qu'on se retrouve dans un milieu où il y a toutes les composantes et dans l'autre, il n'y en a pas. On peut comparer les deux pour voir est-ce que ça concorde ou pas. On a ici, vous allez voir, les articles qui ont été publiés évaluant toujours la qualité de soins prénatales dans le modèle traditionnel. C'est très important. C'est très important, c'est vraiment important. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a la possibilité d'avoir un indicateur composite, mais non utilisable partout. Donc, chaque pays, on peut mettre composante, par exemple, moustiquaire imprégné. Non, parfois en Belgique, on n'utilise pas cette moustiquaire imprégnée. Et même si on doit imprégner, on n'utilise pas les mêmes produits pour imprégner les moustiques qu'on utilise ici. Vous voyez? Donc, ces composantes nous posent des problèmes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un problème de composantes qui sont universelles, qui doivent être universelles. Ils doivent être aussi additionnels et situationnels. On doit les considérer. Pour qu'on dise qu'on est à mesure d'évaluer les CPN partout dans tout le pays ou dans le monde entier, on doit tenir compte de composantes universelles, additionnelles, celles qu'on peut ajouter pour chaque pays. Parce que la RDC a ses réalités, la France a ses réalités, la Belgique a aussi ses réalités. Donc, et aussi situationnelle. Oui, en France, vous n'allez pas trouver une femme, elle est enceinte, au dernier trimestre, elle est assise. Vous allez trouver cette femme-là dans la salle de gymnastique. Elle est en train de faire la gymnastique. Elle est en train de courir, elle fait les gestes, elle est en train de faire des mouvements, elle se prépare à l'accouchement. Mais ici, chez nous, au Congo, vous allez trouver une femme, c'est vrai, elle peut avoir son bassin sous la tête, avec les arachides en train de circuler, mais elle ne fait pas les mêmes gymnastiques qu'on fait en France. C'est ça. Alors, en pratique, qu'est-ce qu'on retrouve? En pratique, nous avons beaucoup de facteurs qui interfèrent avec la mise en œuvre satisfaisante de soins prénatals dans les pays en développement.
Nous avons vraiment un problème. La RDC fait partie des pays en développement. Quel est le premier facteur? C'est les ressources insuffisantes. On n'a pas assez de ressources. En nombre de personnel, en finances, en ressources matérielles. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas assez. Ce qui fait qu'on aura toujours des problèmes de qualité. Deuxièmement, nous avons un problème lié à l'analphabétisme. Excusez-moi. Et la pauvreté des femmes. C'est un élément qui interfère. Si la femme n'a pas étudié, vous allez voir qu'elle va causer beaucoup de problèmes. D'abord des problèmes de compréhension. Et puis, la pauvreté extrême là. Elle est pauvre, elle n'a pas d'argent. Comment elle va se rendre dans un service? Troisième élément, nous avons des pratiques traditionnelles et culturelles. Nous avons vu avec vous les mutilations génitales. Ce sont des choses, ce sont des pratiques qui interfèrent avec la qualité de soins. Vous allez trouver une femme enceinte, on l'a vu, vous avez vu dans les images, une femme enceinte à qui on doit insister sur le fait qu'elle doit faire le bain intime. Hein, elle doit se raser pour être propre, ceci, cela. Non, c'est lié aussi à sa tradition et la culture. Mais dès que la culture là, elle interfère dans la mise en œuvre de la qualité de soins, ça sera très compliqué. Quatrième élément, nous avons les pratiques religieuses. Vous voyez, les musulmans, parfois ils prennent d'autres décisions qui diffèrent de ce que les protestants veulent, de ce que les catholiques veulent. Les papes a dit on n'utilise pas les préservatifs. Et oh, la santé, les gens de la santé sont allés chez les protestants. Les protestants ont accepté. Vous voyez tout ça? Ce sont des pratiques religieuses qui entravent, qui interfèrent aussi dans l'amélioration de la qualité de soins prénatales. Alors, quelles sont les actions prioritaires pour renforcer le soin prénatal? Première action, il faut améliorer la qualité des services de santé. Nous avons vu avec vous, ça pose un problème. Nous avons eu 4 principes. La qualité était le premier principe. Revoir la formation avant l'emploi ou au cours de l'emploi pour les prestataires de CPN, pour inclure le volet essentiel et les nouvelles compétences requises. Comme, merci à l'ISTEM de produire les sages-femmes. On est en train de revoir les curricula, on revoit le profil de ceux qui doivent réellement travailler. Hein? Donc c'est très important, il faut améliorer la qualité de services de santé. Ici, cette amélioration passe par la révision de la formation. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, l'amélioration, améliorer l'approvisionnement et la logistique. Forger les liens avec les autres programmes, surtout les programmes traditionnels, tels que le paludisme, le VIH. Les gens de CPN ne peuvent pas rester dans leur coin pour dire, nous, on voit seulement la santé des femmes. Non, cette femme, il y a un programme, par exemple, de PNLP, qui voit aussi la prévention du paludisme chez la femme enceinte. On ne peut pas rester bras croisés, on doit se mettre ensemble avec ce programme, le PNLS, le programme national de lutte contre le sida. Il faut se mettre ensemble pour améliorer la logistique ainsi que l'approvisionnement. Cette amélioration passe aussi par l'harmonisation des activités grâce à un partenariat efficace. On doit harmoniser les activités. Je viens en supervision pour voir les femmes enceintes qui sont dans une structure X. On doit arriver à harmoniser les activités. Je ne peux pas dans une structure X, j'amène 10 activités. Dans la structure Y, j'en ai 13. Non, il faut qu'on arrive à harmoniser. Diminuer les barrières à l'accès de soins et atteindre les femmes privées de cet accès. Il faut diminuer. Vous avez vu avec moi les 8 composants de soins de santé primaire. On était en train d'insister sur un aspect des choses, l'accessibilité aux soins. L'accessibilité financière, l'accessibilité géographique, l'accessibilité culturelle. C'est très important. Il faut diminuer les barrières d'accès. Si vous avez un infirmier qui est en train de baratiner les femmes d'autrui, on doit les changer au service. On ne peut pas les laisser parce qu'il va nous faire fuir la clientèle. C'est un exemple. Alors, l'autre élément, mieux utiliser les données pour suivre, améliorer la couverture et la qualité de ces peines. Donc, c'est très important. On en a besoin.